Dorgu Nino. Dorgu Nino, les gars, lors de cette préparation d'avant-saison, il est en feu. C'est une folie ce qu'il propose sur le terrain. Mais avant de se lancer dans cette débrief, les gars, ici sur Legacy United, on fait que parler d'actualité du club tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. L'équipe, je sais, tout le monde va me dire, oui Legacy, pourquoi tu disais que le match face à Bournemouth c'était important et que tu étais impatient de faire le débrief, pourtant tu as mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Tout d'abord, pardon les gars, le match s'est déroulé à 3h30 du matin et le lendemain, malheureusement, je travaille. Donc j'ai pas pu regarder ce match-là parce que en même temps ça tombe dans la semaine, un jeudi les gars, donc je pouvais pas regarder ce match-là. Donc pardon. Donc hier j'aurais pu vous faire une vidéo, sauf que j'ai pris le temps de regarder le replay du match. Donc pourtant j'avais déjà quelques informations qui disaient que tel joueur a fait des matchs corrects, etc. Mais je tenais quand même à regarder le replay et prendre mon temps à analyser. De ce fait, dans cette vidéo, nous allons parler du tactique lors de ce match-là. Parce qu'il y a quelques points que je trouve vraiment pertinentes lors de cette victoire 4-1. Dans un second temps de cette vidéo, nous allons parler rumeur mercato. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc encore une fois, pardon pour cet retard. Je ne pouvais pas regarder le match, mais je tenais quand même à regarder le replay pour pouvoir analyser correctement. Comme je l'ai dit les gars, lors de la preview, ce match-là c'était un vrai test. Parce que Bournemouth, les gars, c'est une équipe qui nous a tapé la saison dernière. Ils nous ont battu 3-0. Et puis 2-0 il me semble. C'est une équipe qui nous a tapé la saison dernière. Donc je m'attendais vraiment à voir comment cette équipe-là allait se débrouiller face à Bournemouth. Donc je me réveille le matin les gars, je regarde 4-1 Manchester United. Je me suis dit, waouh, c'est que du positif. Parce que cette préparation d'avant-saison, ça se passe bien côté Manchester United. On arrive à marquer des buts. On arrive à se créer des occasions. Il y a des joueurs qui montent en puissance. Et j'ai l'impression... Non, c'est pas une impression. Ce que je vois sur le terrain, c'est que les joueurs ont compris la tactique de Ruben Amorim. La manière dont Ruben Amorim veut jouer. C'est ce que j'ai remarqué. Évidemment, tout n'est pas parfait encore une fois. Mais rappelez-vous aussi, le Sporting, ils sont galérés comme cela. Une bonne préparation d'avant-saison. Derrière, ils ont déroulé sur le championnat. Donc je garde une bonne espoir parce que là, avec cette bonne préparation d'avant-saison, United est prêt. United est prêt. Et ce que j'aime bien dans ce Summer Series là, c'est qu'il n'y a que des clubs de Première Ligue. Des équipes qui nous ont un peu causé des soucis l'année dernière. Évidemment les gars, oui, Bournemouth, ils sont aussi... ils sont diminués. Parce que Wilson, c'est ça, le défenseur central qui a signé justement côté Real Madrid, il ne joue plus dans cette équipe-là. Et maintenant, on parle aussi de Zabarni qui va quitter aussi Bournemouth pour le PSG. Évidemment, ça va être une équipe qui est diminuée, mais n'empêche, ils ont leur arme offensive. Il y avait Dango Ouattara, il y avait Semenyo, le danger numéro 1 côté Bournemouth. Il y avait, comment il s'appelle, Evan Nilsson. Kluivert, il n'est pas là, hein, je ne l'ai pas vu. À moins que... En gros, il y avait leurs armes offensives. Pourtant, ils n'ont pas existé offensivement. Pourquoi? Parce qu'on les a éteints. La tactique, elle est comprise par les joueurs. Donc, je me suis dit, je vais checker c'est qui a joué. La composition d'équipe que Ruben Amorim a composé, justement. Est-ce que c'est avec Cunha, double pivot, Mainou Ugarte qu'ils ont gagné 4-1? Parce que je vous l'ai dit les gars lors de la preview que ce match-là, il fallait mettre Mainou Ugarte.
c'était le meilleur moyen pour les tester. Malheureusement, Ruben Amorim nous a pas écoutés. Ruben Amorim avait ses idées. Évidemment, il s'est justifié derrière en disant que certains joueurs étaient fatigués, d'où une rotation massive au sein de l'effectif. Donc, il tente dans les cages. Il était très bon. Yoro, Maguire, Luke Shaw, défenseur central. Luke Shaw, je trouve qu'il a fait un bon match. Lenny Yoro aussi, c'est à son habitude. Ça m'étonne même plus de dire que Yoro il a fait un bon match parce qu'il est très très fort depuis son arrivée. Il est très très fort. J'espère juste qu'il va continuer, il va pas se blesser cette saison. Diogo Dalot, l'horrible Diogo Dalot. Franchement, Casemiro. Les gars, dans ce match-là, Casemiro il a perdu beaucoup de ballons. Pourtant, on combinait bien dans les petits espaces. Du moment que la balle, elle touche le pied de Casemiro, Casemiro perd la balle. Par ses passes, il va tenter des choses et il va perdre la balle. Il va perdre la position. Combien de fois dans le match, je vois Casemiro demander pardon comme ça avec la main? Clairement, au jour d'aujourd'hui, les gars, Casemiro devient notre faiblesse. C'est pour cela qu'il faut le vendre. Peut-être qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de la saison, mais on a vu l'année dernière. Il est monté en puissance en fin de championnat et on a fini 15e. C'est pas en fin de championnat que les joueurs ils doivent se réveiller. Casemiro, les gars, c'est pas possible de faire une préparation d'avant-saison comme ça. Quand tu vois l'effort fourni par tes coéquipiers pour conserver la balle, pour faire du beau jeu, et que à chaque fois que ça te touche la balle, tu bonifies même pas le jeu, tu le détruis le jeu. Bruno Fernandes. Il y a du positif sur ce qu'il a proposé justement Bruno Fernandes, parce qu'il a joué simple. Quand Bruno Fernandes il joue simple, il est bon. Là, il n'a pas cherché, il a joué simple. Notamment en première mi-temps. Il a joué simple. Donc, il faut s'attendre à voir encore une fois Bruno Fernandes dans le double pivot. Ça, les gars, je pense que... Et je suis d'accord avec un des commentaires, justement, parce qu'il y a un de la fanbase qui disait que notre vrai problème, c'est justement le milieu de terrain. Où est-ce qu'il va jouer, justement, Bruno Fernandes? Parce qu'il ne faut pas qu'il joue là-dedans. Mais malheureusement, avec Cunha, Bemou et potentiellement Benjamin Sesko, Bruno Fernandes, il va jouer au milieu du terrain, les gars. Il va jouer au milieu du terrain. S'il joue au milieu du terrain et qu'il joue simple, pourquoi pas? Dans ce match-là, j'ai vu un Bruno Fernandes qui était simple. Voilà, Patrick Dorgu, passeur décisif, buteur. Passeur décisif pour le premier but de Rasmus Højlund. D'ailleurs, ce but-là, ça va peut-être lui faire du bien. Et très très beau centre de Patrick Dorgu. Ça se voit qu'il a travaillé à l'entraînement. Le but aussi, c'était très très beau de sa part. Coup franc rapidement joué par Bruno Fernandes. Dorgu qui s'impose physiquement, qui passe son corps devant le défenseur. Il s'impose, il frappe, il marque. Magnifique. Patrick Dorgu, les gars, c'est vraiment un monstre. Il est en train de monter en puissance. Il est en train de monter en puissance. Évidemment, certaines personnes disaient dans les commentaires que le problème de Patrick Dorgu, c'est qu'il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Mais c'est ça l'objectif des Pistons, les gars. Les Pistons, c'est à la limite, phase offensive, ils sont des ailiers. Évidemment, si on se fait prendre en contre-attaque derrière, ils sont pas là, ils sont pas revenus. Et ça, justement, c'est les défenseurs centraux qui doivent couvrir. Un milieu de terrain défensif qui doit redescendre. Par exemple, Luke Shaw qui se redécale justement pour devenir latéral gauche. Et ça, c'est ce qu'on a vu lors de ce match-là. Justement, on va revenir sur la tactique juste après. Mason Mount, dans l'ensemble, c'était très très bon jeu aussi de sa part. Il a proposé quelque chose de bien. Amad Diallo, pépite les gars. Amad Diallo, il est trop fort. Il est trop fort. Rasmus Højlund, il a marqué son but. J'espère que ça va lui faire confiance, ça va lui donner confiance. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais voir vraiment le double pivot Maïno Ugarte.
Pour moi, c'était l'occasion idéale de les tester. Comme quoi, les gars, c'est pas ça notre double pivot cette saison. Parce que ça sera forcément un Bruno Fernandes, Maïnou peut-être, ou Ugarte peut-être. J'espère juste que ça sera pas Casemiro. Parce que Casemiro, les gars, il est en train de perdre des points là lors de ce pré-saison. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est vraiment pathétique. Donc, voilà. Maintenant, les gars, parlons tactique par rapport à ce match face à Bournemouth. Moi, je trouve deux axes majeurs d'évolution. Deux problèmes que Ruben Amorim a réussi à résoudre. Deux problèmes majeurs qui nous a coûté justement plusieurs points dans le championnat l'année dernière. Le premier problème, c'est le placement défensif et pressing. C'est important. Je mets ces deux-là ensemble. Qu'est-ce qu'on voyait la saison dernière? C'est que, par exemple, quand on avait les pistons qui allaient presser en pressing pour presser l'adversaire, s'ils se font éliminer par des passes, par des dribbles, ils laissaient des boulevards derrière lui. C'est pour ça que plusieurs parmi les fans, ils sont en train de dire oui, Patrick Dorgu, il laisse beaucoup d'espace derrière lui, Diogo León, il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Les gars, c'est pas ces joueurs-là qui laissent de l'espace derrière eux. C'est juste que le système de Ruben Amorim, justement, ne permettait pas de combler ces espaces-là. Enfin, c'est parce que les joueurs n'ont pas encore compris, n'ont pas encore assimilé l'idée de Ruben Amorim. C'est pour ça qu'il y avait ces espaces-là derrière. Et c'est pour ça que c'est important ces préparations d'avant-saison, parce que Ruben Amorim met en place ses idées, il partage vraiment ses visions de jeu, et les joueurs commencent à assimiler. Et là, on peut maintenant dire que Manchester United a une vraie équipe de football. Parce que tactiquement, ils proposent du solide. Tactiquement, ils ont compris comment leur coach veut jouer. Et c'est pas ce 3-4-3 de Ruben Amorim le problème. Parce que la majorité des fanbases disaient l'année dernière, oui, il faut repasser 4 derrière parce que ce formation-là, il propose clairement des limites, etc. Non, les gars. C'est juste qu'il n'avait pas assez de temps pour travailler ce genre d'aspect. Donc, pressing, placement défensif. La formation de base, c'est 3 défenseurs, 2 milieux de terrain, 2 pistons, 3 attaquants. Le 3-4-3. En phase défensive, en phase de perte de ballon, là, on n'a plus les boulevards laissés par les pistons derrière. Pourquoi? Parce que l'équipe de Manchester United change de formation en cours de match. En fait, le 3-4-3 de Ruben Amorim, c'est une formation hybride. Et là, on commence enfin à voir ce qui s'est passé au Sporting côté Manchester United. Parce qu'en phase défensive, cette équipe de Manchester United passe à 4 derrière. Luke Shaw qui va à gauche. Justement, si Dorgu se fait manger, Luke Shaw il est là pour récupérer la balle. Combien de fois on a vu ce genre de compensation lors de ce match-là? Combien de fois on a vu ça? Et ça, c'est très très important. Et ça, j'adore cette idée-là. C'est vraiment une idée de dingue. En fait, c'est une formation évolutive, les gars. Donc, Luke Shaw qui va combler Dorgu si Dorgu se fait éliminer. Luke Shaw, du coup, il devient latéral gauche. Donc, on a Maguire, Yoro central et on a Diogo Dalot latéral droit. Ça fait les 4 lignes derrière. Puis 4 au milieu. On a les 2 milieux de base, Bruno Fernandes, Casemiro. Amad Diallo descend pour devenir milieu droit. Et t'as Patrick Dorgu qui monte d'un cran pour devenir milieu gauche. Offensivement, t'as Mason Mount qui va se réaxer côté Rasmus Højlund. Donc c'est clairement travaillé à l'entraînement, c'était clairement travaillé tactiquement. Et c'est pour cela, les gars, qu'on a éteint l'offensif de Bournemouth. C'est pour cela qu'on a éteint. L'année dernière, on n'était pas capable d'éteindre Semenyo, Kluivert, Evan Nilsson, Dango Ouattara. On n'était pas capable de faire cela. Sauf que cette petite, c'est pas une petite d'ailleurs, cette grande évolution, ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, oui, Bournemouth est diminué parce qu'ils n'ont pas Wissem. Oui, mais les gars, Wissem, c'est un défenseur central. Zabarni, c'est un défenseur central. D'ailleurs, Zabarni, il a joué. Offensivement, tous les offensifs de Bournemouth, tous les offensifs qui nous a claqué 3-0, ils sont tous présents.
Sauf que cet remaniement, cet système évolutif, ce 3-4-3 évolutif qui devient du 4-4-2, ça les gars, ça va changer beaucoup de choses. Ça, moi je vous le dis, ça va changer. C'est une grosse évolution. Manchester United a clairement évolué. Maintenant, à voir si les autres joueurs, ils ont compris ce genre de système, s'ils ont compris comment jouer comme cela. Par exemple, les Aiden Even, est-ce qu'ils ont compris? Parce que, évidemment, on a vu ça aussi en deuxième mi-temps quand Aiden Even est rentré à la place de Luke Shaw. On a vu aussi Aiden Even justement compenser Diogo León. Il a joué aussi latéral gauche en phase défensive. Donc voilà, à surveiller de très très près les gars. Maintenant, voici une image réelle qui illustre tout ce que je viens de dire. Voilà les gars. C'était comme ça que les joueurs se plaçaient lors du match. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à cela, mais ils se sont placés comme cela les gars. Là, on a bien notre 4 lignes du milieu. On a bien Mason Mount, Højlund, les 2 pointes de ce 4-4-2 et les 4 derrière. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre. Mais voilà, grosso modo, l'organisation défensive lors d'une perte de balle. Quand Manchester United cherchait à récupérer la balle, c'était comme ça l'organisation. Maintenant, l'autre aspect qu'on va parler justement, je vais nommer ça comment les gars? Comment créer le jeu? Comment accélérer le jeu? Ça, c'est le deuxième tactique mise en place par Ruben Amorim. Les gars, je ne sais pas si vous avez vu, en début de match, on perdait beaucoup la balle. Nos attaquants n'arrivaient pas à créer l'espace. On n'arrivait pas à les trouver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, on a vu ça parce que à chaque fois, les Nioro, il cherche des solutions de passe et il dégage la balle. Et il y avait toujours des pertes de balles. Ça, c'était pendant les 10 minutes ou 5 minutes du match. C'était dans les 10 premières minutes. Ensuite, ça s'est rééquilibré la chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé justement? Parce que lors de ce match-là, on a vu en fait Mason Mount, Amad Diallo redescendre au milieu du terrain pour se créer un espace pour mieux combiner. Et du coup, ils vont laisser vraiment Diogo Dalot et Patrick Dorgu prendre l'espace. Et c'est comme cela que le premier but déjà venait les gars. C'est parce que, justement, c'est grâce aux apports des pistons qui travaillent sur une plus grande zone. Et justement, Patrick Dorgu, trouvé par Mason Mount, il centre magnifiquement bien pour Rasmus Højlund. Et le but, il vient de là, les gars. Le but, il vient de là. Parce que la passe que Dorgu, il a eu pour centrer, ça vient du milieu. Et c'est un de nos numéros 10 qui a fait ce passe-là. Et ça, ce genre de système-là aussi, on l'a vu à plusieurs reprises. On a vu des Mount, des Amad Diallo redescendre dans le milieu de terrain pour créer le surnombre, pour mieux combiner, pour mieux sortir la balle. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Par exemple, le tiki-taka entre Leny Yoro qui va chercher Bruno Fernandes qui cherche Amad Diallo qui va remettre Bruno qui remet sur Casemiro. À un moment donné, il y avait ce genre de sortie de balle qu'on a vu. Et Casemiro qui perd la balle, évidemment. On a vu ce genre de sortie de balle. Le jeu, il était dominé. On avait le surnombre au milieu de terrain. Le milieu de terrain gagnait les duels parce qu'il y avait du surnombre. Je sais plus dans quelle vidéo je parlais que les gars, il y a les 2-10 qui compensent au milieu de terrain parce qu'il y avait des gens qui commençaient à dire oui, le problème c'est que quand tu joues avec 2 milieux de terrain, c'est impossible que tu gagnes des duels. Mais les gars, il y a les 2-10 qui est censé compenser. Parce que c'est ça que j'ai vu avec le Sporting, les gars. Les 2-10, ils compensent le milieu de terrain pour créer le surnombre. Et là, justement, c'était l'exemple type de comment créer le surnombre pour gagner des duels au milieu du terrain, pour gagner la bataille du milieu du terrain. Du coup, avec les 2-10 qui se réaxent, le couloir est libre pour Diogo Dalot, Dorgu. Et le deuxième but, le but de Patrick Dorgu, vient de cela aussi. Parce que Mount s'est réaxé, l'espace, elle était libre, et Patrick Dorgu pouvait le dévorer. Évidemment, oui, ça vient d'un centre rapidement joué par Bruno Fernandes.
Mais c'était grosso modo ça ce qu'on a vu lors de ce match-là. Ces deux modifications majeures, les gars, c'est ça qui ont fait que on a écrasé cette équipe de Bournemouth. C'est grâce à ça que cette équipe de Bournemouth n'a pas existé dans ce match. Et ça, je tiens ça à souligner. Maintenant, il faut être capable d'assimiler complètement cette tactique, cette visionomie, ce système évolutif pour tous les joueurs. Et Manchester United reviendra, les gars. On va revenir, les gars. Et on va revenir sous l'ère Ruben Amorim. J'y crois fort. Parce qu'avec un double pivot, Bruno Fernandes, Casemiro, on a quand même réussi à en coller 4 à Bournemouth. Voilà. Maintenant, les gars, je vais parler de Ethan Williams. Très très content justement de son but. C'est un gamin très très fort, il est véloce. Ses premiers appuis sont vraiment intéressants. J'espère pour lui et pour nous fans de Manchester qu'on va le revoir. On va le voir de plus en plus. C'est qu'on connaît. J'espère qu'il va avoir son temps de jeu face à Everton. J'espère qu'il va prouver. Diogo Leon, les gars. Évidemment, tout le monde s'est marré quand il s'est cassé la gueule avant le but de Williams. Mais les gars, n'oubliez pas, 18 ans, il vient du Paraguay. Évidemment, les gars, c'est pas parfait. Mais il a du potentiel. Et il vient pas pour être le numéro 1. Il vient pas pour être titulaire. Il vient pour être dans la rotation et surtout pour essayer de concurrencer Patrick Dorgu. Et il va évoluer, les gars, parce que Ruben Amorim dit que des choses positives concernant le joueur. C'est un joueur qui veut quelque chose, qui est motivé, qui veut apprendre, qui est puissant. Mais maintenant, les gars, il se casse un peu la gueule, c'est normal. C'est la marche, elle est voilà quoi. Mais il va le faire parce qu'il a une bonne mentalité. Donc voilà, maintenant on va attaquer les rumeurs et surtout les rumeurs mercato. Donc les gars, dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé aussi, Benjamin Sesko. Un attaquant qui est devenu le choix numéro 1 de Manchester United. Et évidemment, le joueur, il devait faire un choix entre Newcastle et Manchester United. D'ailleurs, l'agent du joueur était en déplacement à Newcastle. Et voilà. Mais les gars, finalement, Isaac va pas quitter Newcastle. Il va finalement rester. En tout cas, Liverpool a fait une offre qui a été refusée et que Liverpool, maintenant, ils veulent plus formuler d'offre. Donc, il va rester à Newcastle. Mais en cas de départ maintenant, Newcastle est intéressé par Ollie Watkins, l'autre cible de Manchester United. Qu'est-ce que cela ça veut dire, les gars? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut justement dire que peut-être que Sesko a dit non à Newcastle et qu'il veut Manchester United. Parce que les gars, jusqu'à dernière nouvelle, il me semble, Manchester United attendait la décision de Benjamin Sesko pour formuler une offre. Par contre, ils ont déjà dit à Leipzig d'attendre parce qu'ils vont formuler une offre du moment qu'ils connaissent la décision de Benjamin Sesko. Donc, ils ont discuté avec Leipzig des éventuels détails de l'offre, etc. Mais ils n'ont pas formulé d'offre. Et là, comme par hasard, aujourd'hui, Fabrizio Romano, il nous dit quoi? Manchester United propose un échange Rasmus Højlund, Benjamin Sesko. La dernière fois, déjà, j'en ai parlé de cet potentiel échange. Mais apparemment, cette fois-ci, Manchester United est passé à l'action. Manchester United est venu voir Leipzig. Leipzig intéressé par Rasmus Højlund parce qu'il considère que Rasmus Højlund c'est le remplaçant de choix, c'est le remplaçant rêvé pour remplacer justement Benjamin Sesko. Donc Manchester United profite de cela pour faire baisser les prix, sachant que Rasmus Højlund est évalué à 40 millions de livres sterling par Manchester United. Benjamin Sesko c'est 70 millions plus bonus. Ce qui nous fait, les gars, que potentiellement Manchester United va formuler une offre Rasmus Højlund plus 30 millions de livres sterling et normalement ça doit être accepté. Mais là, aujourd'hui, Manchester United, ils ont juste proposé
Un simple échange. Échange. Bah les gars, je crois pas que ça va être refusé et je crois pas que ça va être accepté. Mais peut-être que ils ont vraiment échangent plus de l'argent et ça on le connaît pas encore pour le moment. Ça on le sait pas. J'ai hâte justement de voir les détails de cette offre-là. Et en tout cas, Manchester United, apparemment, selon Fabrizio, ils ont proposé une offre, un échange de joueurs à Leipzig. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, les gars? D'un côté, Manchester United, comme je l'ai dit, ils vont se débarrasser d'un indésirable. Parce que, évidemment, le joueur, il a parlé, Rasmus Hollande, il a parlé, il disait, vous avez tendance à oublier que je suis encore un jeune, etc., etc. Ne me parle pas d'âge. T'as Lamine Yamal à 17 ans qui est en train de tout exploser. T'as Désiré Doué qui est en train de tout exploser à 19 ans. Et j'en passe. T'as des Hugo Ekitike, t'as des Benjamin Sisko qui ont le même âge que toi qui est en train d'exploser. Et toi, et lui, il nous dit, je suis encore jeune, n'oubliez pas, j'ai l'impression que vous l'oubliez. Oui, t'es encore jeune et on l'oublie pas. C'est juste que t'es pas fait pour être titulaire à Manchester United. T'es pas un mauvais joueur. Donc voilà, pour moi, Sesco, les gars, il a du talent. Déjà à l'époque, je préférerais largement Sesco à Hollande. Mais Manchester United a préféré aller sur Rasmus Hollande. Donc c'est peut-être le bon moment d'aller le chercher. Il a eu le temps de mûrir entre-temps parce qu'il a quand même 22 ans par rapport à l'époque. Donc voilà, c'est une bonne idée. Sur ce les amis, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.